tous les enfants dessinent, hein. Ça c'est par là qu'ils commencent à représenter le monde, et peut-être même avant de parler, à mon avis, ils dessinent mieux qu'ils ne parlent à un certain âge. Et moi j'ai continué. Voilà. Donc j'ai pas commencé à dessiner, j'ai juste continué. Les autres s'arrêtent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'à un moment donné, il y a ce phénomène qu'ils ont l'impression qu'il faut communiquer aux autres, hélas. C'est vrai, on doit sortir de sa cage intérieure. Ma grand-mère maternelle qui a dit à ma mère, il dessine et il faut le suivre. Et ce qui est étonnant, c'est que ma mère a pu l'entendre parce que j'étais premier de classe dans tout. Et donc, on aurait pu croire avec des parents universitaires, et ma mère était d'abord un haut fonctionnaire à l'État, elle était conseiller culturel au Conseil de la communauté française, donc voilà, elle faisait des lois pour la culture, et mon père était un très grand journaliste belge, donc ils étaient tous les deux dans la culture, et ils ont accepté que je puisse dessiner, alors que bon, ils espéraient des études universitaires au départ, quoi. L'adolescence est arrivée au moment du mouvement hippie, dans les années 68, et on avait l'impression qu'on pouvait changer le monde. Et c'est le moment où il y a une forme d'explosion de la bande dessinée qui est liée au rock. Et à l'époque, il y a une forme de révolte comme ça, vis-à-vis de la guerre, c'était la guerre du Vietnam, Make Love, Notoire, etc. Et ça a été une gigantesque déception, de manière... comment dire, je pense qu'à un certain âge, on s'est tous rendu compte d'une certaine impuissance à changer le monde. Toutes mes lectures déjà d'enfance, c'était plutôt le 19e siècle, avec le Bossu, les Misérables, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était particulièrement le 19e, c'était surtout le romantisme, le désespoir. Il est né principalement au 19e. Je relisais les mêmes histoires, je m'en imprégnais. Et donc assez naturellement, quand j'ai commencé à me dire, bon, j'ai envie de retranscrire ça, ce sentiment à travers une histoire, les premières références sont celles-là, c'est pas celle de la bande dessinée. Sambre est né de cette imagerie-là, d'un côté romantique noir et blanc, l'opposition des contraires, les grands mythes, et cette traduction à travers l'ombre et la lumière qui fait que Sambre n'a pas de couleur. En fait, on va dire que la conception de Sambre, c'est pas de couleur, avec juste le rouge qui apparaît, qui n'est pas une vraie couleur, qui est une couleur symbolique, qui est une couleur de transgression, qui est la couleur de l'amour, qui est la couleur de la folie, qui est la couleur du sang. Et puis ça nous rejoint avec cette belle référence très française, pas très allemande, mais très française de Stendhal, le rouge et le noir, comme si le romantisme était ça. Qui a des grands thèmes, hein. Dans le théâtre, ce sont des grands thèmes. On sait tous que Roméo et Juliette, c'est pas Shakespeare qui a inventé. Il y a des pièces qui précèdent, et pour à peu près toutes les pièces de Shakespeare, il les a réécrites sur des thèmes. Roméo et Juliette est très connu, et il a donné nombre de variations. Tout le monde s'inspire de grands thèmes qui nous précèdent, de la même manière que j'ai lu énormément sur la mythologie quand j'étais jeune, et j'adorais ça. Les êtres que j'essaye de faire vivre dans ces histoires, c'est leur réaction qui va donner cette tonalité qui nous ressemble aujourd'hui, cette modernité, et en même temps cette spécificité propre à un auteur qui va avoir sa vision et qui va essayer de transmettre, et dans lequel il va s'investir lui. Et de plus en plus, j'ai l'impression, moi, de ne pas raconter des histoires, de simplement mettre mes personnages dans un contexte, et après ça, je suis leur logique. Et je vois ce qu'il en donne. Et j'essaye de ne pas être trop en avance. Je ne suis pas là comme un dieu qui va essayer de donner une morale. C'est plutôt des personnages qui se posent des questions. Et chaque histoire est la possibilité pour moi d'explorer une question que je n'ai pas tout à fait gérée et d'essayer de comprendre. Mon but est de comprendre, c'est de poser des questions. Les réponses, ça me ressemble plus à de l'idéologie. Je crois que la nécessité des raconteurs d'histoire, et à travers toute l'histoire de l'humanité, est de continuer à poser ces questions essentielles en donnant à chaque fois des questions et des aperçus modernes. Et ça nous ressemble, et c'est là que chaque génération a besoin de s'identifier. Je vais m'inspirer de dessins asiatiques sur la conception du dessin, la manière dont ils conçoivent le dessin. Et les grands dessinateurs japonais ou chinois, cette conception de la calligraphie. Je m'intéresse à Hokusai et je vais lire que quand tu dessines une pierre, tu es la pierre. Voilà. Ça, passionnant, génial. C'est ma porte d'entrée.
Il y a quelques petites portes d'entrée. Vous savez, la culture, vous pouvez lire des dizaines de livres et rien comprendre. Et puis, il y a une phrase que vous retenez. Et cette phrase, elle vous marque et elle vous nourrit des années. Dans un cas comme Platinum End, on a vraiment une mise en abîme avec des grandes questions qui vont être métaphorisées sous une certaine forme un peu naïve en apparence. Le manga japonais a parlé aux adolescents et a envahi un territoire que la BD occidentale francophone a abandonné. Ça m'a fasciné qu'un éditeur propose quelque chose d'intelligent, vraiment d'intelligent, et qui ne soit pas basé sur une notoriété, des chiffres, etc. Non, il choisit un auteur en fonction vraiment de ce lien qu'il peut y avoir chez lui avec quelque chose qui paraît à 100 lieues. Personne n'aurait fait le rapport si cet éditeur ne fait pas. Et pourtant, quand lui me le montre, il me montre la case, moi je me dis, oui, ça me parle. D'abord, je suis quelqu'un qui ne fait pas un vrai métier. Je fais cette activité depuis tout petit par passion et parce que pour moi c'est une vraie nécessité de raconter le monde. Et donc j'ai un éditeur qui me parle vraiment de ce qui m'intéresse et qui me dit voilà. Donc là, moi je peux pas dire non. C'est pas possible. Et donc voilà, c'est pour ça que l'enthousiasme naît. Puis voilà, je découvre et je me dis ouais, voilà. C'est Moebius qui disait qu'il y a ceux qui cherchent et ceux qui trouvent. Je crois que je suis plutôt du côté de ceux qui cherchent, avec une canne blanche qui est mon crayon, et je vais explorer comme un aveugle, et puis à un moment donné, ça jaillit, et je dis, ah oui, tiens, c'est ça. Voilà. Et j'ai même des moments de doute, puisque j'ai 2 ou 3 croquis, et quelque part, ce qui va me guider, c'est celui que j'ai envie de pousser plus loin. Je me retrouvais plus facilement avec l'ange, puis je trouvais que c'était l'élément à le plus montrer. Le reste est assez prévisible, je dirais. Graphiquement, c'est sûr qu'il y a cette histoire de rouge, d'ange, c'est tellement particulier, et c'est toujours fascinant d'avoir quelqu'un qui a, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, a des inspirations parallèles, et donc ça fait écho inévitablement, et on se dit, c'est forcément intéressant de se dire, tiens, comment, avec les mêmes ingrédients, comment il le traite. Le but n'est pas que l'autre me ressemble. Ce qui m'intéresse, c'est justement les différences, comment lui va les traiter. Il y a aussi une certaine attirance pour cette part d'adolescence que j'ai plus. Je veux dire, je me souviens de l'adolescent que j'ai été, et il y a encore un adolescent en moi qui continue. Mais j'ai plus cette proximité avec la pensée d'un adolescent de 20 ans, et je vois bien avec mes enfants que le dialogue par moment, de ma part, est trop complexe. Je serais incapable de retrouver cette simplicité, cette naïveté, cette force parfois. Et donc dans Platinum End, je retrouve ça, cette manière de parler à d'adolescents à travers, on pourrait dire, un masque, puisque ce sont des traits pas, comment dire, les physiques sont un peu idéalisés. Alors, le personnage n'est pas un robot pour autant, c'est pas parce qu'il a une apparence, au contraire, il porte toutes mes émotions, et moi en tant qu'adolescent je m'y retrouve. On va dire que c'est un conte de fées moderne, nous ne sommes plus capables de faire ça. Ça, c'est fascinant de voir comment eux le traitent, sans perdre ce fil, sans que... On connaît tous l'histoire de Blanche-Neige, etc. Mais on n'est pas capable de le réinventer. C'est dommage. Eux, oui. Ils donnent ces grands thèmes, ils donnent une apparence et qui fait que l'adolescence se retrouve là-dedans. Il va se dire, oui, mais ça pourrait être moi. Et pourtant, cette société, c'est pas tout à fait la société européenne non plus, mais suffisamment proche. Voilà. Ça, c'est attirant, oui. Moi, ça me fascine. Et puis, en plus, graphiquement, je trouve qu'au fur et à mesure de l'histoire, les choses, le dessinateur devient de plus en plus habile, brillant, et il y a ce mélange de sexualité, de désir, qui est quand même quelque chose de central chez un adolescent, qui est exprimé de manière... on n'oserait pas, en tant qu'adulte, proposer des images aussi simplistes, je veux dire, de la sexualité. En même temps, ça... On peut pas, il y a un équilibre comme ça dans cette naïveté de la représentation et ça passe, voilà, ça fait partie de notre monde aujourd'hui. Notre monde n'est plus que l'Occident. Notre monde, la culture, c'est pas la culture française, c'est pas la culture belge, c'est la culture mondiale, en partie mélangée, voilà, avec effectivement une part de passé, de tradition, et puis en même temps d'universalité qui traverse. C'est un formidable vecteur. Puis il faudrait quand même que les gens sachent que Tezuka a fait les 3 Adolphes, donc lui aussi, hein, parlez-nous. Donc le pont, il est des deux côtés. On a tous intérêt à gagner à ça, je pense. Voilà.
comme font les Français.